Lors du dîner de Thanksgiving, ma femme m'a repoussé, pousse-toi. Cette place est pour mon ex, le vrai père de ma fille. Quand j'ai exigé une explication, ma belle-fille a hurlé, pars, tu n'es même pas de la famille. Alors, je suis parti en silence. Cette nuit-là, je leur ai révoqué l'accès à ma vie. Et quand ils ont réalisé la situation, ils ont commencé à m'appeler sans arrêt. Salut Reddit, prenez des encas et préparez-vous, car ça va être un peu long et intense. Je m'appelle Kevin, j'ai 30 ans, et je me suis marié avec Eda il y a 3 ans, apparemment parce que je suis faible face à une histoire triste et un joli visage. Elle avait cet air d'oiseau blessé quand nous nous sommes rencontrés à une soirée d'entreprise. Son ex, Mike, l'avait abandonnée, elle et leur fille Ruby, quand l'enfant avait 9 ans, la laissant se débattre pour joindre les deux bouts. Elle travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire, gagnant à peine sa vie. Et moi, j'étais l'ingénieur électricien qui gagnait 6 chiffres et pensait pouvoir tout réparer. Le complexe du héros classique, je le sais maintenant. J'ai une cicatrice qui traverse le côté gauche de mon visage, résultat d'un accident dans un entrepôt quand j'avais 22 ans. Collision de chariot élévateur, étagère métallique sur le visage, 70 points de suture. Ce n'est pas subtil. La plupart des femmes soit fixent trop longtemps, soit s'efforcent de ne pas regarder du tout. Certaines sont polies, d'autres non. Les rencontres sont devenues beaucoup plus compliquées après cet accident. On apprend très vite qui est réellement intéressé et qui est juste gentil jusqu'à ce qu'il puisse quitter la conversation. Eda était différente. La première fois que nous nous sommes rencontrés, elle a jeté un coup d'œil, puis m'a regardé dans les yeux comme une personne normale et a continué à parler. Elle n'a jamais rendu la chose étrange. Après des années de premiers rendez-vous maladroits qui ne menaient nulle part de significatif, la première fois que je l'ai rencontrée, elle se tenait près de la table des rafraîchissements, l'air perdu. J'ai fait une blague stupide sur les rafraîchissements bon marché et elle a ri. Nous avons parlé pendant 1 heure de choses sans importance. Elle était charmante sans trop en faire. Après des années à fréquenter des femmes qui ne pouvaient pas attendre de me dire leur nombre d'abonnés, cela semblait authentique. Elle m'a parlé de Ruby lors de notre 3e rendez-vous. Elle a tout dit simplement. Mère célibataire, ex-mari peu fiable. Faisant de son mieux. J'ai respecté son honnêteté. Nos 6 premiers mois ont été bons. Très bons. Elle me préparait des repas avant mes quarts de travail. Nous regardions des films sur son canapé après que Ruby soit allée au lit. Elle m'envoyait des messages aléatoires pendant la journée. Rien de fou, juste des choses normales de couple qui fonctionnaient. J'ai rencontré Ruby 1 mois plus tard, elle avait 12 ans, sur le point d'avoir 13 ans. Timide, polie, le genre d'enfant qui disait « s'il vous plaît » et « merci » sans qu'on le lui rappelle. Nous avons tissé des liens grâce aux jeux vidéo. Elle semblait vraiment heureuse d'avoir un homme stable dans les parages. Nous sommes sortis ensemble pendant 8 mois avant que je ne la demande en mariage. Avec le recul, les signes avant-coureurs étaient là, mais j'ai trouvé des excuses pour chacun d'entre eux. Elle s'irritait quand je passais du temps avec mon ami Kyle du travail. Elle faisait des commentaires passifs-agressifs sur mes passe-temps. Elle me culpabilisait chaque fois que je ne laissais pas immédiatement tout tomber pour gérer la crise qu'elle avait fabriquée ce jour-là, toujours quelque chose d'urgent qui nécessitait mon attention immédiate et mon portefeuille. Mais elle était aussi charmante quand elle le voulait. Elle se présentait à mon appartement avec le dîner après un long quart de travail. Elle se souvenait de petits détails de ma journée. Je l'ai demandé en mariage dans un restaurant qu'elle mentionnait depuis des mois. Juste une cabine tranquille et une bague pour laquelle j'avais économisé. Elle a pleuré quand je l'ai demandé. A dit oui tout de suite. Ruby a semblé excitée quand Eda le lui a annoncé le lendemain. Le mariage fut modeste. 60 personnes dans une salle locale. J'ai tout payé parce qu'Eda n'avait pas d'économie, $8 000 au total. Sa mère a fait un discours sur le fait qu'Eda avait enfin trouvé un homme fiable. Mike n'est pas venu. Ruby était la demoiselle d'honneur junior et semblait sincèrement heureuse. Après le mariage, j'ai remboursé la dette de carte de crédit d'Eda, $7 200 qu'elle avait accumulée en étant mère célibataire. Je les ai installés dans ma maison, une maison de 3 chambres que j'avais achetée 2 ans plus tôt dans un bon quartier scolaire. J'ai inscrit Ruby dans une meilleure école privée avec des classes plus petites et un financement réel pour leur programme. J'ai créé un fonds d'études pour elle, en y versant $300 par mois. J'ai joué le rôle de beau-père à chaque événement scolaire et conférence parents-professeurs.
Je me suis présenté au match de football même si Ruby n'était pas particulièrement sportive. J'ai aidé avec les devoirs. Je lui ai appris à conduire quand elle a eu 16 ans. J'ai fait toutes les choses de père parce que personne d'autre ne les faisait. Eda a quitté son poste de réceptionniste 6 mois après le mariage. Elle a dit qu'elle voulait se concentrer sur le fait d'être une meilleure épouse et mère. Le poste payait 32 000 $ par an avec des avantages sociaux. La perte de ce revenu a fait mal, mais je me suis dit que si cela rendait le foyer plus harmonieux, tant mieux. C'est là que les choses ont commencé à changer. Elle est devenue à l'aise. Trop à l'aise. Elle a cessé de me préparer mes déjeuners. A cessé les messages aléatoires pendant la journée. A passé plus de temps sur son téléphone qu'à me parler. A commencé à se plaindre de la maison, voulant tout redécorer. J'ai payé de nouveaux meubles de salon, 4 000 $. Elle a tout choisi, les a fait livrer, puis s'est plainte que la couleur du canapé ne correspondait pas à ce qu'elle avait imaginé. Ruby est passée d'enfant sage à adolescente capricieuse pratiquement du jour au lendemain. Je lui ai acheté une Honda Civic d'occasion pour son 16e anniversaire. Voiture fiable, faible kilométrage, parfaite pour une nouvelle conductrice. Elle s'est plainte que ce n'était pas une Accord. A dit que ses amis avaient de meilleures voitures. Le téléphone que je lui ai offert n'était pas le dernier modèle. Les vêtements que j'ai achetés n'étaient pas les bonnes marques. L'allocation mensuelle que je lui donnais n'était pas suffisante. Elle a commencé à me parler comme si j'étais l'aide plutôt que l'homme finançant tout son mode de vie. Eda l'a encouragée. Je l'entendais au téléphone avec sa mère et sa sœur Caroline parler de la façon dont j'étais utile mais ennuyeux. Comment Mike avait été excitant même s'il n'était pas fiable. Comment elle m'avait épousé pour la stabilité. Je sais que je ne suis pas excitant. Je ne fais pas de voyage spontané le week-end ni de gestes romantiques surprises. Je suis le type qui paie les factures à temps et répare les choses quand elles cassent. Mais je me suis présenté tous les jours, les ai traitées toutes les deux avec respect et ne leur ai jamais fait sentir qu'elles me devaient quoi que ce soit. Apparemment, cela ne valait pas grand-chose. Peut-être aurais-je dû le voir venir. Un homme avec un visage comme le mien n'a pas exactement des femmes qui font la queue. Je le savais quand je l'ai épousé. Je pensais que la loyauté et la présence importaient plus que d'être le gars excitant. Il s'est avéré que j'étais juste le gars stable. Kyle a remarqué le changement avant que je ne l'admette à moi-même. Nous déjeunions sur le chantier la plupart du temps et il m'écoutait me plaindre du dernier drame à la maison. « Mec, tu sais qu'elle se joue de toi ?» a-t-il dit un après-midi, 3 semaines avant Thanksgiving. Eda t'a dressé comme un chien de spectacle. Ce n'est pas si grave. Tu as payé les soins dentaires de sa mère le mois dernier. Sa mère. Il avait raison. J'avais fait un chèque de 3 200 $ pour couvrir le traitement de canal de la mère d'Eda parce qu'Eda avait pleuré à ce sujet. Je n'ai jamais eu de remerciement de leur part. Et cette croisière qu'Eda veut? Celle qui coûte 5 000 $? Elle veut juste faire quelque chose de gentil pour nous. Mon frère, quand est-ce qu'elle a fait quelque chose de gentil pour toi qui ne t'a pas coûté d'argent? J'en ai ri alors. Je lui ai dit qu'il était cynique. J'aurais aimé l'écouter. 2 semaines avant Thanksgiving, Eda a commencé à agir bizarrement. Des appels téléphoniques secrets où elle quittait la pièce, cachant son écran quand j'entrais, souriant à des messages puis les supprimant rapidement. Elle a dit qu'elle préparait quelque chose de spécial pour les fêtes. J'ai imaginé qu'elle organisait une surprise ou qu'elle mettait enfin des efforts dans notre mariage. J'avais tort sur les 2 points. J'ai essayé de l'interroger. Elle se contentait de sourire et de dire « Tu verras à Thanksgiving ». Sa voix était étrange, cependant, pas excitée. Quelque chose d'autre. La veille de Thanksgiving, Ruby m'a demandé 200 $ pour les achats du Black Friday. Je lui ai rappelé son allocation mensuelle de 300 $ et j'ai refusé. Elle a pété les plombs. Une crise complète dans la cuisine, disant que je lui gâchais la vie et que tous ses amis allaient faire du shopping, mais qu'elle était coincée à la maison parce que j'étais trop radin. Puis est venu le vrai coup de poing. Elle a hurlé que je n'étais de toute façon pas son vrai père. Qu'elle avait hâte d'avoir 18 ans pour pouvoir partir. Que Mike lui aurait donné l'argent sans en faire un drame. Eda est restée dans l'embrasure de la porte pendant tout ce temps et a regardé sans dire un mot pour me défendre. Quand Ruby est finalement partie en trombe, j'ai demandé à Eda si elle allait me soutenir. Elle m'a dit que Ruby était juste une adolescente et que je ne devais pas le prendre personnellement. J'ai souligné que Ruby venait de dire que je n'étais pas son vrai père.
Eda a haussé les épaules et a dit que c'était simplement factuel. C'est à ce moment-là que j'aurais dû savoir ce qui allait arriver. Kyle a appelé cette nuit-là pour me souhaiter un joyeux Thanksgiving. J'étais assis dans mon garage, essayant de comprendre quand tout avait dérapé. Il a perçu le stress dans ma voix et m'a proposé de passer le lendemain pour apporter un peu de clarté au chaos. Je lui ai dit que c'était une affaire de famille et que je survivrais. Il a fait une blague sur le fait que Thanksgiving avec la famille de ma femme pourrait être une prise d'otage. J'ai ri, mais ça sonnait faux même à mes oreilles. Les instincts de Kyle étaient généralement justes. J'aurais aimé accepter son offre. J'ai passé la matinée de Thanksgiving à préparer la salle à manger. Ada avait insisté pour être l'hôte cette année, ce qui était inhabituel car elle poussait généralement à ce que nous allions chez sa mère. J'ai dressé la table, arrangé les chaises, m'assurant que tout était parfait pour ce qu'elle appelait son dîner spécial. C'est alors que Mike est entré comme s'il était chez lui. Ada l'a laissé entrer par le garage, tout sourire et salutations chaleureuses, comme s'ils étaient de vieux amis qui se retrouvaient, au lieu d'un ex-mari irresponsable qui n'avait pas vu sa fille depuis 7 ans. Il m'a salué avec ce sourire arrogant et m'a remercié de prendre soin de ses filles. Ses filles, comme s'il avait un quelconque droit à ce titre. Avant que je ne puisse répondre, Ada l'a dirigé vers la salle à manger. J'ai suivi, portant les plats de service, essayant de comprendre ce qui se passait. Sa mère et sa sœur Caroline étaient déjà assises. Caroline a croisé mon regard et a légèrement secoué la tête, comme si elle essayait de me prévenir. C'est alors que j'ai remarqué où Mike se dirigeait. Droit à la tête de table, ma place. Ada, qu'est-ce qui se passe? Elle s'est retournée avec ce regard innocent et exercé. J'ai invité Mike à nous rejoindre. C'est important pour Ruby que son vrai père soit là. Son vrai père? J'ai posé les plats. Tu veux dire le gars qui n'a pas montré le bout de son nez depuis 7 ans? Ne dramatise pas, Mike veut renouer avec sa fille en s'asseyant sur ma chaise, à ma table, dans ma maison. Mike s'est installé comme s'il appartenait là. Ada m'a attrapé le bras et m'a poussé physiquement vers une chaise pliante contre le mur. Même pas à table. Tu peux t'asseoir là. C'est un moment en famille. J'ai regardé Ruby, qui fixait son assiette. J'ai attendu qu'elle objecte, qu'elle dise quelque chose à propos de l'homme qui avait été son père pendant les 3 dernières années. Elle ne voulait même pas croiser mon regard. J'ai dit son nom une fois, je lui ai donné une dernière chance. Sa tête s'est levée avec un pur mépris. Si tu n'es pas satisfait des places assises, alors va-t'en. Personne ne te force à rester. Sa grand-mère a applaudi. Réellement applaudi, comme si c'était un spectacle. Mike s'est appuyé en arrière sur ma chaise et a souri, me disant que c'était un dîner de famille et que je devais comprendre. Ada a croisé les bras et a attendu, s'attendant probablement à ce que je me soumette et prenne cette chaise murale ou que je fasse une scène. Tout était un coup monté. Une embuscade coordonnée, conçue pour me remettre à ma place et me montrer où je me situais dans ce foyer. Dernier. Caroline me regardait attentivement maintenant. Son expression était un mélange de pitié et de colère. Elle était la seule à paraître mal à l'aise face à ce qui se passait. Je suis resté là pendant peut-être 10 secondes. Ada attendait que je craque. Ruby me défiait pratiquement de la contredire. Mike savourait chaque seconde de son triomphe. J'ai attrapé ma veste et mes clés sans dire un mot. La voix d'Ada avait une pointe de panique lorsqu'elle a demandé où j'allais. Je n'ai pas répondu. J'ai juste marché, suis monté dans mon camion et j'ai conduit. Ils voulaient que je parte. Message reçu, mais ils allaient bientôt être confrontés à la réalité. J'ai roulé directement jusqu'à l'appartement de Kyle. Il a ouvert la porte en survêtement, clairement surpris de me voir à 16h le jour de Thanksgiving. Je lui ai raconté la version courte. L'expression de Kyle est passée de surprise à sombre en environ 2 secondes. Dans ta maison, la maison que tu paies. Dans ma maison, à ma table, avec toute sa famille qui regarde. Il s'est écarté. Entre. Nous avons du travail à faire. Je dois les bloquer de tout en ce moment même. Alors, faisons leur mal. C'est pourquoi Kyle était mon meilleur ami. Nous nous sommes assis à sa table de cuisine et avons commencé à cataloguer toute ma vie financière. Chaque compte, chaque service, chaque facture, chaque abonnement, tout. Il nous a fallu 1h15 pour compiler la liste complète. C'était révélateur de voir à quel point j'étais lié à elle. Compte courant joint, carte de crédit,
assurance automobile, téléphone portable, service de streaming, stockage cloud, nettoyage de maison, abonnement à une salle de sport, téléphone et application de Ruby. Le service de kit de repas Cada avait commandé une fois, détesté mais refusé d'annuler. 47 éléments au total. 47 façons dont elle s'était habituée à vivre de mon revenu. Puis nous nous sommes mis au travail. La première étape fut le compte courant joint. 34 000 $ y étaient déposés, provenant de mes primes, de mon salaire, de mes économies. Elle n'avait contribué à ce compte d'exactement 0 $ depuis qu'elle avait quitté son emploi. Kyle a ouvert le site web de ma banque et m'a guidé pour ouvrir un nouveau compte individuel dans une autre banque. Il m'a fait le configurer avec son adresse comme adresse postale afin qu'elle ne puisse intercepter aucun document. 7 minutes plus tard, 34 000 $ étaient sécurisés sur un compte auquel seul moi pouvais accéder. Kyle a continué sur la liste. Carte de crédit ensuite. J'en avais 2 à mon nom avec elle comme utilisatrice autorisée. L'une avait une limite de 20 000 $. L'autre avait une limite de 20 000 $. Elle avait atteint environ 8 000 $ entre les deux. J'ai appelé les deux sociétés et expliqué que je traversais un divorce. J'avais besoin de retirer une utilisatrice autorisée et je voulais annuler les cartes entièrement. Ils n'ont pas posé de questions. En 10 minutes, les 2 cartes étaient annulées. De nouvelles arriveraient chez Kyle dans 5 jours ouvrables. Kyle a noté qu'elle essaierait probablement de les utiliser demain quand elle irait faire du shopping le Black Friday. Cela allait être un moment vraiment intéressant à la caisse. Je pouvais l'imaginer, son chariot plein de choses dont elle n'avait pas besoin. Sortant la carte avec confiance. Regardant le visage du caissier quand elle était refusée. Inestimable. L'assurance automobile est venue ensuite. La Camry qu'elle conduisait était à mon nom, l'immatriculation à mon nom et l'assurance évidemment à mon nom. Elle était juste listée comme conductrice autorisée. J'ai appelé la compagnie d'assurance et expliqué que je me séparais de mon épouse et que je devais la retirer comme conductrice avec effet immédiat. L'agent l'a traité sans trop de problèmes. La voiture elle-même resterait assurée sous mon nom jusqu'à ce que le tribunal décide qui obtenait quoi. Kyle a posé des questions sur la maison. Elle y vivait toujours. Je lui ai dit que je déposerais des ordonnances temporaires demain. Mais d'abord, j'avais besoin d'un avocat. Il a dit que sa sœur Janet était une avocate spécialisée en droit de la famille et qu'elle ne plaisantait pas cher, mais la meilleure. Je lui ai dit de fixer un rendez-vous pour demain si elle était disponible. Il a envoyé un message à sa sœur à ce moment-là, a expliqué brièvement la situation et a demandé si ce que nous avions fait jusqu'à présent était légalement valable. Son téléphone a vibré 1 minute plus tard. Janet a répondu. Kyle l'a lu et m'a regardé. Elle a dit que couper les comptes joints et les cartes de crédit était intelligent. La retirer en tant que conductrice autorisée était bien. Annuler les services et abonnements à mon nom était tout à fait dans mes droits. Il ne fallait juste pas toucher à ce qui pourrait être considéré comme des biens matrimoniaux ou ressembler à du sabotage. Pas de vente de biens, pas de dommages, pas de changement de serrure pour l'instant. Gardez cela pour l'ordonnance du tribunal. Bon de savoir que j'étais resté du bon côté de la ligne. Téléphone portable, forfait familial avec 3 lignes me coûtant 220 par mois. Avec l'autorisation de Janet, j'ai suspendu les lignes d'Ada et de Ruby avec une résiliation prévue pour 6 heures du matin demain. Nous avons continué à parcourir la liste. Annuler Netflix, Hulu, Disney+, HBO Max, Spotify Premium, l'abonnement de jeux de Ruby. Chaque annulation était comme retirer une autre chaîne. Kyle a demandé des nouvelles du système de sécurité de la maison. J'avais une caméra de sonnette, des capteurs de mouvement et des serrures contrôlées par application. Toute l'installation domotique que j'avais installée l'année dernière. J'ai changé le mot de passe principal pour quelque chose qu'elle ne devinerait jamais et j'ai révoqué son accès à l'application. Elle était désormais entièrement exclue du système de sécurité de la maison. Elle ne pouvait plus voir qui était à la porte, ne pouvait plus vérifier les caméras, ne pouvait plus déverrouiller quoi que ce soit à distance. J'ai également changé le mot de passe Wi-Fi. J'ai configuré un nouveau nom de réseau et un nouveau mot de passe. Ces appareils ne se connecteraient plus automatiquement. Elle se réveillerait demain sans accès à Internet et sans moyen de le réparer sans appeler le fournisseur. Mon téléphone a commencé à sonner. Ada. Je l'ai mis en silencieux sans regarder. Annuler son abonnement à la salle de sport dans ce club cher du centre-ville. Le service de nettoyage de la maison. 90 $ par visite,
2 fois par mois. Les boîtes d'abonnement qu'elle n'ouvrait jamais. Verrouiller les comptes d'achat en ligne. Supprimer son accès à mon Amazon Prime. Annuler l'abonnement au lavage de voiture. Chaque chose. Au moment où nous avons terminé, j'avais systématiquement supprimé chaque accès financier qu'elle avait, chaque commodité, chaque service, chaque petit luxe auquel elle s'était habituée au cours des 3 dernières années. Kyle s'est penché en arrière et a regardé la feuille de calcul. 47 articles traités. L'économie mensuelle totale pour moi était d'environ $3,200. Je n'avais pas réalisé que je dépensais autant par mois en service pour eux. 3 200 par mois, près de 40 000 par an en commodité pour 2 personnes qui venaient de m'humilier à ma propre table. Mon téléphone explosait maintenant. Plusieurs appels de plusieurs numéros. Je l'avais mis en mode « ne pas déranger », mais je pouvais voir l'écran s'allumer constamment. Vers 19 h, j'ai retourné mon téléphone pour vérifier les notifications. 35 appels manqués. Juste au cours des 3 dernières heures depuis que j'étais parti. La panique était réelle. Kyle m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que je me sentais lucide pour la première fois depuis des mois. Il a dit que c'était parce que je reprenais le contrôle. Mon téléphone a vibré avec un autre appel, cette fois de la mère d'Ada. J'ai refusé. Kyle m'a offert sa chambre d'amis aussi longtemps que j'en aurais besoin. Je l'ai remercié. Il a dit qu'il voulait de toute façon être aux premières loges de ce spectacle. Ada allait devenir folle quand elle se réveillerait demain et réaliserait que rien ne fonctionnait. J'ai souri pour la première fois de la journée et j'ai accepté. La laisser s'asseoir dans le désordre qu'elle avait créé. J'ai complètement éteint mon téléphone et j'ai passé le reste de la soirée à aider Kyle à préparer sa dinde pour son propre dîner de Thanksgiving. Vers 23 h ce soir-là, j'ai rallumé mon téléphone juste pour vérifier les dégâts. 83 appels manqués, 97 messages textes, 6 messages vocaux. Je l'ai de nouveau éteint sans en lire aucun. Demain, je rencontrerai Janet. Demain, je commencerai le processus légal. Demain, je commencerai la fin officielle de ce mariage. La sœur de Kyle, Janet, nous a rencontrés vendredi matin à son bureau en centre-ville. Elle était brillante, fin trentaine. Kyle l'avait informée des bases avant notre arrivée. Elle m'a demandé de confirmer les détails. Ma femme a invité son ex à Thanksgiving, m'a humilié dans ma propre maison. Ma belle-fille m'a dit de partir. J'ai confirmé que cela résumait bien la situation. Elle m'a demandé si j'avais déjà bloqué les finances. Je lui ai dit chaque compte et chaque service. Elle a souri et a dit que cela rendait son travail plus facile. Nous avons passé l'heure suivante à examiner les détails. Je possédais la maison en pleine propriété, je l'avais achetée avant que nous nous rencontrions. L'acte était à mon nom seulement. Le prêt immobilier avait été remboursé l'année dernière. Les 2 voitures étaient à mon nom, titre et immatriculation. J'étais le seul à gagner un revenu. Ada avait quitté son emploi volontairement 6 mois après le mariage. Janet a expliqué qu'il y aurait des discussions sur les biens communs puisque nous étions mariés, mais avec la maison qui était la mienne avant le mariage et moi étant le seul à gagner un revenu, nous pouvions travailler avec cela. J'ai posé des questions sur Ruby. Janet m'a demandé si je l'avais légalement adoptée. J'ai dit non. Ada avait toujours reporté, disant que nous le ferions éventuellement. Janet a dit que cela signifiait que je n'avais aucune obligation légale envers elle. Légalement, j'étais clair. Kyle a ajouté que son père biologique s'était présenté hier pour la première fois en 7 ans. Janet a dit qu'il semblait que c'était à lui de s'occuper de son enfant. Elle a exposé le plan. Elle rédigerait une lettre de mise en demeure à Mike, l'informant que je ne soutenais plus son enfant et qu'il devait prendre ses responsabilités. Elle rédigerait également les papiers de divorce visant un partage net. Je garderai tout ce qui est à mon nom. Ada n'obtiendrait rien. Pas de pension alimentaire pour l'épouse car le mariage avait duré moins de 5 ans et elle avait quitté son emploi volontairement. J'ai demandé combien de temps cela prendrait. Elle a dit que si Ada ne se battait pas, 3 mois. Si elle se battait, 6 à 8 mois. Mais d'après ce que je lui avais dit, Ada n'avait pas les ressources pour se battre. J'ai passé le reste du vendredi matin à signer des papiers et à faire des chèques. $5 000 d'honoraires pour Janet. Cela valait chaque centime. Lundi matin, j'ai appelé l'école privée de Ruby. Le directeur des admissions a semblé confus quand j'ai expliqué que j'appelais pour les informer que je ne couvrirais pas les futurs frais de scolarité.
Le semestre de printemps commençait en janvier, et je voulais qu'il sache dès maintenant que le père biologique de Ruby, Mike Callahan, devait être contacté concernant l'inscription. Le directeur a mentionné que j'étais répertorié comme le parent sur tous les documents. J'ai précisé que j'étais le beau-père, que je ne l'avais jamais légalement adopté, et que je divorçais actuellement de sa mère. Si Mike voulait que sa fille soit dans leur école, il pouvait payer pour cela. Après avoir raccroché, j'ai reçu un message de Caroline, différent de tous les messages de panique d'Ada. Elle disait que nous devions parler et m'a demandé de l'appeler. Quand j'ai rappelé, elle a semblé soulagée. Dieu merci. J'ai essayé de te joindre depuis jeudi. Que se passe-t-il, Caroline? Je n'appelle pas pour défendre ce qu'Ada a fait. C'était complètement insensé. Je lui avais dit de ne pas inviter Mike. Pourquoi appelles-tu alors? Parce que tu dois comprendre quelque chose. Ada planifie ça depuis des semaines. Elle pensait que si elle te rendait jaloux, tu te battrais plus fort pour elle. Elle envoie des SMS à Mike depuis un mois. Maman l'a encouragée. Elle a dit que tu étais devenu trop à l'aise et que tu avais besoin qu'on te rappelle ta place. J'ai ri. Ma place? Je sais comment ça sonne. Je les ai entendus planifier ça. J'ai essayé de l'en dissuader. Et Ruby? Elle pleure depuis vendredi. Elle ne cesse de dire qu'elle ne pensait pas que tu partirais vraiment. Elle m'a dit de partir. Elle a 16 ans. Elle répétait ce qu'Ada lui avait dit de dire. Ada lui a promis que tu reviendrais supplier vendredi soir. J'ai remercié Caroline pour l'information et j'ai transmis toute la conversation à Janet. Elle a répondu en quelques minutes, disant que c'était de l'or et de continuer à tout documenter. Le reste de cette semaine fut calme. Je suis resté chez Kyle, j'ai travaillé, j'ai évité tout contact avec Ada. Janet s'occupait des papiers. L'ordonnance du tribunal pour la possession exclusive serait signifiée dans quelques semaines. Tout avançait exactement comme prévu. Mardi après-midi, Ada est apparue à mon lieu de travail. La sécurité a appelé mon bureau pour me faire savoir qu'une femme dans le hall exigeait de me voir. J'ai appelé Kyle et lui ai dit que j'avais besoin de renfort. Il était là en 5 minutes. Nous sommes descendus ensemble pour que j'aie un témoin. Elle avait l'air fatiguée, épuisée, le maquillage étalé, les cheveux tirés en arrière. Elle était assise dans les fauteuils du hall, serrant son sac à main. Elle s'est levée quand elle m'a vu. Enfin. Pourquoi n'as-tu répondu à aucun de mes appels? Parce que je ne veux pas te parler. Nous devons discuter de cela. Tu ne peux pas simplement quitter ta famille. Kyle s'est avancé à côté de moi. J'ai fait un geste vers le coin salon. La famille qui m'a mis de côté pour Mike. S'il te plaît, rentre à la maison. Nous pouvons arranger ça. Sa voix est devenue plus douce, plus suppliante. Signe les papiers de divorce, Ada. Elle a de nouveau changé. La supplication a disparu, remplacée par une colère froide. Elle a commencé à énumérer tout ce que j'avais coupé. Elle a exigé de savoir comment elle était censée survivre. J'ai suggéré qu'elle trouve un emploi comme elle en avait un quand je l'ai rencontrée. La sécurité s'approchait maintenant. Mon manager les avait clairement appelés quand il a vu la confrontation s'annoncer. Ada les a vus arriver et sa voix s'est élevée, devenant théâtrale. Vous abandonnez une fille de 16 ans. Quel genre d'homme fait ça? Celui à qui on a dit de quitter sa propre maison. J'ai regardé le garde de sécurité. S'il vous plaît, raccompagnez-la. Ils ont dû la faire sortir physiquement jusqu'au parking. Elle criait tout le long à propos de l'abandon et de la cruauté. La moitié du bureau regardait par les fenêtres. Mon manager attendait quand Kyle et moi sommes remontés. Il a demandé si tout allait bien. Je lui ai dit que c'était un problème personnel qui ne se reproduirait plus. Après son départ, Kyle m'a dit qu'elle était en train de sombrer. J'ai dit, tant mieux. Peut-être qu'elle signerait les papiers de divorce sans se battre. Mercredi matin, Janet a appelé avec une mise à jour. Ada avait engagé un avocat, un certain Denny, qui avait déjà envoyé une lettre de mise en demeure réclamant une pension alimentaire, la moitié de la valeur de la maison et une pension alimentaire rétroactive pour Ruby. J'ai demandé s'il pouvait obtenir quoi que ce soit de tout cela. Janet a répondu, pas la moindre chance. La maison était à moi avant le mariage. Ada avait quitté son emploi volontairement, et Ruby n'était pas légalement mon enfant.
Denny était un avocat sans scrupules qui prenait des affaires qu'il savait perdre parce qu'il était payé d'avance. Il traînerait cela pendant quelques mois. Facturerait Ada pour chaque heure, puis la laisserait tomber quand elle ne pourrait plus payer. J'ai demandé comment elle le payait maintenant. Janet a supposé qu'elle avait probablement emprunté à sa famille, mais que cela ne durerait pas longtemps. Cet après-midi-là, Caroline a rappelé avec un autre avertissement. Ada racontait à tout le monde que j'étais abusif, que j'avais contrôlé toutes les finances et l'avais isolé de ses amis. Caroline a dit qu'elle avait mis fin à ces rumeurs partout où elle le pouvait. La plupart des membres de la famille n'y croyaient pas, car ils avaient tous vu comment Ada me traitait. J'ai immédiatement appelé Janet pour l'informer. Elle n'a pas semblé inquiète. Elle a dit de laisser Ada faire des accusations car plus elle mentirait, pire elle aurait l'air, mais Janet voulait que je porte une caméra corporelle à partir de maintenant. Toute interaction avec Ada devait être enregistrée. J'ai demandé si c'était légal. Janet a confirmé que nous étions dans un état à consentement d'une seule partie. J'étais bon. Kyle avait une caméra corporelle pour des randonnées. Il l'a apportée au travail le lendemain et m'a montré comment l'utiliser. L'attacher à mon col. Appuyer sur enregistrer. Simple. Il a dit que je pourrais me sentir comme un policier, mais en réalité, je me couvrais juste les arrières. Ada intensifiait la situation et c'était intelligent. Il avait raison. Jeudi après-midi, Ada est apparue à l'immeuble d'appartement de Kyle. Elle a dû me suivre depuis le travail car elle m'attendait sur le parking quand je suis arrivé. J'ai allumé la caméra corporelle avant de sortir du camion. Nous devons parler. Parlez à mon avocat. Je suis votre femme. Nous devrions pouvoir en discuter comme des adultes. Les adultes ne font pas les horreurs que vous avez faites à Thanksgiving. Pousse-toi. Elle est restée là, bloquant mon chemin avec un air désespéré. Je suis désolé. Je ne sais pas quoi dire d'autre. J'ai tout gâché. S'il vous plaît, rentrez à la maison. Signez les papiers de divorce. Je ne peux pas me le permettre. Denny demande 15 000 pour me représenter. Ça ressemble à votre problème. Où suis-je censé trouver 15 000 ? Sa voix montait maintenant. Peut-être demander à Mike. Il semblait très à l'aise dans ma maison. Son visage s'est durci. Le masque a complètement glissé. Vous appréciez ça. Vous appréciez de me voir lutter. J'apprécie de ne pas être manqué de respect dans ma propre maison. Elle a essayé un autre angle. Les larmes ont commencé à couler à la demande. Elle a reparlé de Ruby, disant que Ruby échouait à l'école et était déprimée. Elle avait besoin de stabilité. Je lui ai rappelé que Ruby avait eu besoin de stabilité à Thanksgiving. Cela ne l'a pas empêché de me crier dessus. J'ai dit à Ada que Ruby était assez grande pour comprendre les conséquences. Pas mon enfant, pas mon problème. Je suis passé devant elle et suis entré dans l'immeuble de Kyle. Elle n'a pas suivi. Kyle attendait à l'intérieur et a demandé si j'avais tout enregistré. Chaque mot. Il m'a dit de l'envoyer à Janet. Je l'ai fait. Sa réponse est arrivée en moins d'une heure, disant que c'était exactement ce dont elle avait besoin. Les ordonnances temporaires ont été signifiées un vendredi matin, environ 3 semaines après mon dépôt initial. Janet avait déposé une demande d'aide d'urgence dans le cadre de la procédure de divorce, sollicitant l'usage exclusif du domicile conjugal. Comme je possédais la maison en pleine propriété avant le mariage et que j'étais le seul nom sur l'acte, le juge l'a accordé. 30 jours pour qu'Ada quitte les lieux. Période de préavis standard, même dans les cas de divorce. Mon téléphone a explosé de messages. Ada exigeant de savoir où ils étaient censés aller. Sa mère me traitant de monstre. Ruby disant qu'elle me haïssait et espérait que j'étais heureux de ruiner leur vie. Mike, étonnamment, me disant que c'était entre moi et Ada et de laisser sa fille tranquille. J'ai seulement répondu à Mike, lui disant sa fille, son problème, elle a un père maintenant, soit un. Il n'a pas répondu à ça. Samedi matin, Caroline a appelé avec une mise à jour. Ada s'était complètement effondrée en recevant l'ordonnance du tribunal. Elle avait appelé tout le monde dans la famille, suppliant d'avoir de l'argent. Personne ne lui donnait rien car il savait tout ce qu'elle avait fait. Sa mère était la seule à la défendre et même elle n'avait pas l'argent pour la sortir de là. Caroline a mentionné que Denny avait abandonné Ada comme cliente. Il lui avait envoyé une lettre disant qu'il retirait sa représentation en raison de frais impayés et de divergences irréconciliables dans la stratégie juridique.
Elle était seule maintenant. Le gars avait travaillé pour elle pendant environ 2 semaines, avait envoyé une lettre de mise en demeure, avait collecté l'argent qu'elle avait pu rassembler, puis l'avait laissé tomber quand elle ne pouvait plus payer. J'ai posé des questions sur l'ordonnance du tribunal. Caroline a confirmé qu'elle tenait. Il restait 15 jours. Si Ada n'était pas partie d'ici là, le département du shérif ferait exécuter l'ordonnance et la ferait expulser. Elle m'a parlé de Ruby. Elle a dit qu'elle n'allait pas bien. Elle avait séché l'école et avait été suspendue hier pour avoir dit à un professeur de la laisser tranquille. Ada ne pouvait pas la contrôler. Mike pourrait prendre ses responsabilités, mais il avait bloqué le numéro d'Ada et ne voulait rien avoir à faire avec ce désordre. Lundi matin a apporté un nouveau développement. Les services sociaux de l'État ont appelé. Une femme nommée Bella s'est présentée et a expliqué qu'elle avait reçu un signalement d'abandon d'enfant concernant Ruby Callahan. J'ai immédiatement précisé que je n'étais pas légalement le beau-père de Ruby. Sa mère et moi étions en instance de divorce. Son père biologique, Mike Callahan, avait la garde complète sur le papier. Bella a demandé si j'étais financièrement responsable de Ruby. J'ai expliqué qu'il n'y avait jamais eu d'adoption. Elle a dit qu'il ferait un suivi avec les 2 parents et m'a remercié de cette clarification. Mercredi, la tentative de dépôt de plainte de la police a eu lieu. 2 officiers se sont présentés à l'appartement de Kyle ce soir-là. J'ai ouvert la porte avec la caméra corporelle en marche et mon téléphone enregistrant l'audio en guise de sauvegarde. Ils ont dit qu'ils devaient poser des questions sur un différend domestique. Je leur ai dit qu'il n'y avait pas de différend car je ne vivais avec personne. Ils ont dit que ma femme avait déposé un rapport affirmant que je l'avais menacée, elle et ma belle-fille. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le dossier de stockage en nuage que Janet m'avait fait configurer. Je leur ai dit que j'avais des preuves vidéo de chaque interaction avec mon ex-femme et leur ai demandé s'ils voulaient les voir. Les officiers se sont regardés. L'un a demandé s'il y avait eu une altercation physique. J'ai dit non. Je ne l'avais pas vue depuis qu'elle s'était présentée à mon lieu de travail la semaine dernière, et je ne la laisserai pas s'approcher de moi. Ils ont posé des questions sur la belle-fille. Ils ont posé quelques questions supplémentaires, ont pris des notes et sont partis. J'ai immédiatement appelé Janet au sujet du faux rapport de police. Elle a demandé si les policiers l'avaient cru. J'ai dit non. Ils ont vu clair dans son jeu. Elle a dit, parfait. Elle ajouterait cela au dossier. Caroline a appelé ce soir-là avec plus de nouvelles. Elle était devenue ma source interne, me donnant des informations sur ce qui se passait à la maison. Ada essayait de vendre mes affaires. Elle a posté mes outils sur Craigslist, a essayé de vendre mes clubs de golf. Elle était désespérée pour de l'argent. J'ai dit à Caroline de prévenir Ada que tout dans cette maison était documenté. Si quelque chose manquait, c'était du vol. Caroline a dit qu'Ada ne l'écoutait plus. Elle pensait que Caroline la trahissait en me parlant. J'ai demandé à Caroline si elle était d'accord avec ça. Elle a dit qu'elle était d'accord pour défendre ce qui était juste. Ce qu'Ada avait fait était mal et elle méritait ce qui lui arrivait. Puis Caroline a mentionné une autre chose. Ruby m'écrivait des lettres. Ada les trouvait et les déchirait. Caroline avait réussi à intercepter une que Ruby avait essayé de lui donner à transmettre. Et elle m'a envoyé une photo. C'était écrit à la main sur du papier de cahier. Ruby s'excusant, disant qu'elle savait qu'elle avait tout gâché. Elle disait qu'elle avait perdu le meilleur père qu'elle ait jamais eu. Elle n'attendait pas de pardon, voulait juste que je sache qu'elle comprenait maintenant. J'ai regardé cette lettre pendant longtemps, puis je l'ai jetée à la poubelle. La date de déménagement ordonnée par le tribunal était un mardi. J'ai pris ma journée de travail et j'ai rencontré Caroline à la maison pour superviser le tout. Janet a insisté pour que j'aie un témoin qui puisse attester de l'état de la propriété. Ada nous attendait sur les marches du perron quand nous sommes arrivés. Elle avait l'air défaite. Vous faites vraiment ça? 30 jours, comme la vie l'indiquait. Où suis-je censé aller? Ce n'est pas mon problème. Caroline est restée près de moi alors que nous entrions dans la maison. Ada avait emballé la plupart de leurs affaires dans des cartons empilés dans le salon. L'endroit était plus propre que je ne l'attendais. Elle nous a suivis à travers les pièces. J'ai besoin de plus de temps. S'il vous plaît. Les appartements demandent tous le premier et le dernier mois de loyer. Vous avez eu 30 jours. C'est plus que juste. J'ai Ruby à charge. Où est Ruby? À l'école. Je ne voulais pas qu'elle soit là pour ça.
Caroline et moi avons fait une inspection complète. Aucun dommage, rien ne manquait. J'ai pris des photos de chaque pièce. Ada a regardé en silence. Sa combativité précédente avait complètement disparu. Alors que nous terminions l'inspection, elle a tenté une dernière fois. 3 ans de mariage. Ça doit signifier quelque chose. Ça a signifié quelque chose jusqu'à ce que tu le jettes. Ce n'est pas juste. Juste, c'était moi qui me montrais pendant 3 ans. Juste, c'était moi qui élevais ta fille. Juste, c'était moi qui payais tout pendant que tu restais à la maison. Tu veux du juste? C'est ça, le juste. Elle pleurait maintenant. J'ai fait une erreur. Cela ne mérite-t-il pas une seconde chance? Tu as pris une décision calculée pour m'humilier devant ta famille. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Vis avec. Le camion de déménagement est arrivé à midi. 2 hommes qu'Ada avait engagés pour déménager ses affaires dans l'endroit temporaire qu'elle avait trouvé. Caroline et moi avons supervisé pendant qu'ils chargeaient les cartons. Ada est restée assise sur les marches du perron tout le temps, fixant le vide. Quand le camion a été chargé, elle s'est levée et m'a tendu les clés de la maison. Elle m'a dit qu'elle avait signé les papiers de divorce et qu'ils étaient sur le comptoir de la cuisine. Je les ai trouvés à l'intérieur. Elle avait tout signé. Aucun changement, aucune objection. C'était fini. Janet a déposé les papiers en fin de journée. Le juge a approuvé le divorce non contesté en 8 semaines. 3 ans de mariage ont pris fin. La maison s'est vendue en 2 semaines. J'ai pris le bénéfice et l'ai utilisé comme acompte pour un endroit plus petit, plus proche du travail. Nouveau départ, nouveau quartier, pas de souvenirs. Kyle m'a aidé à emménager. 2 mois après la finalisation du divorce, Caroline a appelé avec une dernière mise à jour. Ada et Ruby vivaient maintenant chez sa mère. Toutes les deux travaillaient. Mike avait pris contact une fois, proposant d'envoyer $100 par mois. C'était tout. Caroline a dit qu'Ada était amère, me blâmait pour tout, mais qu'elle travaillait et payait ses propres factures. Ruby était maintenant à l'école publique. Ses notes avaient baissé. Elle se comportait souvent mal, mais elle apprenait les conséquences. Elle a demandé si j'avais des regrets. Je lui ai dit non, aucun regret. Ils voulaient me montrer ma place. Au lieu de cela, ils m'ont enseigné ma valeur. La meilleure leçon que j'ai jamais apprise. Les gars, nous sommes si près d'atteindre les 100 000 abonnés sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, veuillez envisager de vous abonner. Cela aide vraiment à atteindre cette marque des 100 000. Merci de réaliser ce rêve.